Bonjour tout le monde. Après avoir vu donc la partie sur le métabolisme des glucides, dans laquelle on a traité de la digestion et les absorptions des glucides, on a vu aussi le métabolisme du glucose. On a commencé par la glycolyse et aujourd'hui donc on va continuer sur ce métabolisme et on va voir dans ce cours la notion de navette métabolique et le cycle de Krebs. Alors maintenant, une chose très importante, je vous rappelle que lors de la dégradation du glucose et le passage du glucose au pyruvate lors de cette glycolyse, on avait formé du NADH+, lors de cette première phase. On a dit que les deux autres phases de dégradation du glucose se passent dans la mitochondrie. Alors comment va se passer ce passage du NADH dans la mitochondrie pour pouvoir continuer la dégradation? Ce nucléotide, bien sûr, c'est un transporteur d'électrons riche en énergie, et cette énergie lui provient de substrats, ici en l'occurrence le glucose. Je vous rappelle ici la structure de ce coenzyme, la nicotinamide adenine dinucléotide. Et ce NADH, ce nucléotide, il a deux origines. Donc une origine cytosolique, il est formé essentiellement dans la réaction d'oxydation de la glycolyse qu'on vient de voir. Rappelez-vous cette réaction centrale de formation du NADH à partir du NAD+. Et il a une autre origine possible, une origine mitochondriale. Parce que justement, on veut pouvoir le former aussi lors du cycle de Krebs. Alors le cycle de Krebs, comme on va le voir tout à l'heure en détail, il donne lieu aussi à de l'ATP et du NADH de la même manière que pendant la glycolyse. Mais seulement, la glycolyse se passe dans le cytoplasme alors que le cycle de Krebs se passe dans la mitochondrie. Donc on a deux types de NADH, de nucléotides réduits, lors de la glycolyse et lors du cycle de Krebs. Donc une phase cytosolique, une phase mitochondriale. Mais tout ce pouvoir réducteur, que ce soit cytoplasmique ou mitochondrial, il doit aller vers la mitochondrie, il doit avoir ce qu'on appelle la troisième phase, la chaîne respiratoire, pour pouvoir justement donner de l'ATP. Alors pourquoi tout cela? On a vu que lors de la glycolyse, et on va le voir tout à l'heure aussi pour le cycle de Krebs, les coenzymes, pour être utilisés dans la phase de dégradation, d'oxydation du glucose et du pyruvate pour le cycle de Krebs, doit être sous la forme oxydée. Or, nous, lors de la glycolyse du cycle de Krebs, on avait formé le NADH. Alors, pour que la glycolyse et le cycle de Krebs puissent avoir lieu, il faut du NAD+. Donc, il va falloir à un certain moment transformer le NADH+ en NAD+. D'accord? Ça, c'est le premier cas. On sait que la glycolyse se passe dans le cytoplasme et que le cycle de Krebs, lui, il a lieu dans la mitochondrie. Donc, il va falloir passer le NADH+ formé dans la glycolyse dans la mitochondrie. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas le faire passer. C'est une grosse molécule. Le NADH+ est une très grosse molécule et la membrane interne mitochondrienne est imperméable à cette molécule. Donc, il va falloir trouver un moyen pour la faire entrer. Et ça, c'est un problème qu'on va résoudre grâce à un moyen très efficace pour la cellule, un outil qu'on appelle les navettes.
Alors les navettes, ils vont servir, retenez bien, transporter les électrons et les protons du cytoplasme à travers la membrane mitochondriale pour aller dans la mitochondrie et suivre justement leur chemin vers la chaîne respiratoire. Alors c'est quoi ces navettes? Ils sont au nombre de 3. La première, moins importante que les 2 autres, on l'appelle la navette bêta-hydroxybutyrate acéto-acétate. C'est une navette qu'on va trouver on va en reparler plus tard dans le métabolisme des lipides, lors de la formation des acides cétoniques. Cette réaction, elle est basée sur la transformation du bêta-hydroxybutyrate, qui est un corps cétonique, vers l'acide acéto-acétique. Je vous laisse regarder ici la structure des molécules, bêta-hydroxybutyrate, et ici l'acide acéto-acétate. Pardon, c'est ici justement l'acide bêta-hydroxybutyrate et c'est ici l'acide acéto-acétate. On voit les structures ici, c'est inversé, je m'excuse ici pour cette erreur donc de frappe, de préparation de cette réaction. L'acide bêta-hydroxyacétate ici et l'acide acéto-acétique là. Donc cet acide cétonique, il va prendre en charge le pouvoir réducteur ici du NADH+, pour se trouver réduit sous la forme bêta-hydroxyacétate. Et le coenzyme ici, qui a donné son pouvoir réducteur, va se retrouver sous la forme NAD+. Donc, retenez bien ici, 2 couples redox, l'acide hydroxybutyrique et l'acide acétoacétate d'une part, et le couple NADH+, NAD+, d'autre part. Donc, un simple transfert du pouvoir réducteur, c'est une réaction d'oxydoréduction. Ce qui est oxydé ici va se retrouver à la fin de la réaction réduit, et ce qui est réduit va se retrouver à la fin de la réaction sous forme oxydée. Donc le pouvoir réducteur, ici du NADH+, après cette réaction d'oxydoréduction, va se retrouver dans la molécule de bêta-hydroxyacétate. Et notre coenzyme, maintenant il est oxydé, on va pouvoir l'utiliser pour justement d'autres réactions de la glycolyse si on en a besoin. Donc c'est une réaction qui se fait de gauche vers la droite dans le cytoplasme et de droite vers la gauche dans la mitochondrie. Donc le même enzyme fait les 2 réactions dans le cytoplasme et dans la mitochondrie. Donc on a 2 types de déshydrogénase ici, l'une mitochondriale et l'autre cytoplasmique. Deuxième navette, beaucoup plus importante pour la cellule que la première, et cette enzyme va nous permettre donc de transformer le NADH+ cytoplasmique en NAD+, pour pouvoir être réutilisé lors de la glycolyse, et ce pouvoir réducteur, il va se trouver enfoui dans un autre type de coenzyme, le FAD, pour le transformer en FADH2. Donc, notre réaction se passe de la manière suivante. La déshydrogénase, ici la 3-phosphoglycérol déshydrogénase, il va profiter de la dihydroxyacétone phosphate qu'on vient de former lors de la glycolyse dans le cytoplasme et la transformer en 3-phosphoglycérol. Je vous rappelle, cette molécule de glycérol qui est un précurseur très important
dans le métabolisme lipidique. Rappelez-vous les triglycérides, la forme de stockage des lipides, et il a besoin de glycérol et d'acide gras. Et cette réaction, ou cet enzyme, va utiliser comme coenzyme celui qu'on a utilisé, qu'on a fabriqué lors de la glycolyse, c'est-à-dire le NADH+. Donc il va prendre le pouvoir réducteur de NADH+, et il va le fixer sur la dihydroxyacétone phosphate pour la transformer en 3-phosphoglycérol. Et le 3-phosphoglycérol, une fois formé, il va être pris en charge par une autre enzyme, une autre déshydrogénase, mais cette fois-ci qui appartient à la membrane mitochondriale, et qui va utiliser comme coenzyme, cette fois-ci dans le sens contraire, du FAD pour le transformer en FADH2. Et le FADH2, maintenant, il est dans la membrane mitochondriale, il va pouvoir voyager, continuer son oxydation vers l'oxygène lors de la chaîne respiratoire, puisqu'on est dans la membrane interne mitochondriale et tout se passe dans cette membrane interne de la mitochondrie. Donc, en résumé, on va détourner un peu ce problème, cette problématique du pouvoir réducteur NADH+, qu'on n'a pas pu rentrer dans la mitochondrie. On va le placer dans une molécule 3-phosphoglycérol, et cette molécule, comme c'est un substrat d'une enzyme spéciale qui se trouve dans la mitochondrie, dans la membrane interne mitochondriale, cette enzyme déshydrogénase qui utilise le phosphoglycérol pour le transformer en dihydroxyacétone, il va utiliser comme coenzyme le FAD pour le transformer en FADH2. Donc comme si notre NADH H+ de départ, grâce à la première glycérol déshydrogénase cytoplasmique, il nous a permis de passage de la dihydroxyacétone vers le 3-phosphoglycérol. Et on a reformé le NAD+, qui peut être utilisé encore de nouveau dans la glycolyse. Le problème est résolu. Et encore, dans une deuxième partie, ce 3-phosphoglycérol, il peut redonner de la dihydroxyacétone phosphate. Et l'enzyme qui le fait, c'est aussi une déshydrogénase, mais qui appartient cette fois-ci à la membrane interne de mitochondriale et qui utilise comme coenzyme le FAD pour donner le FADH2. Voici comment ça se passe sur cette diapositive. La chaîne respiratoire, rappelez-vous, on l'a vu l'année dernière, un ensemble de complexes protéiques membranaires qui appartiennent à la membrane interne de la mitochondrie. Et ces complexes, ils ont comme rôle de faire passer, de transférer les électrons d'un complexe à l'autre. On passe du premier complexe, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'oxygène, et pour justement former de l'ATP. Et justement, cette phosphate déshydrogénase, on est là au niveau cytoplasmique. On avait formé du NADH+ lors de la glycolyse, et on a besoin de revenir vers le NAD+, pour pouvoir encore l'utiliser pour d'autres molécules de glucose. Parce que sa quantité est limitée dans la cellule. Donc il va falloir le transformer, lui redonner la forme oxydée NAD+. Donc ce NADH+, il va céder son pouvoir réducteur, ses électrons avec ses protons, à la molécule de dihydroxyacétone phosphate, qu'on vient de former aussi lors de la glycolyse. Donc elle est présente dans le cytoplasme. Et on va la transformer, une fois réduite, en glycérol 3-phosphate. Donc la forme cétonique va se retrouver sous forme de fonction alcool. Et les électrons qui étaient ici sur le NADH+, ils vont passer, grâce à cette molécule de glycérol phosphate déshydrogénase, il va les prendre de ce glycérol 3-phosphate réduit pour le rendre encore une fois sous sa forme initiale oxydée. Et les électrons et les protons ici, ils vont passer sur le FAD pour donner du FADH2. Et maintenant qu'on a formé le FADH2, cette molécule peut céder les électrons
à la suite des complexes de la chaîne respiratoire et former de l'ATP. Voilà comment, indirectement, on a fait passer donc le pouvoir réducteur du glucose vers le NADH, du NADH vers le glycérol phosphate et puis vers le FADH2 et les électrons rentrent dans la chaîne respiratoire. Troisième navette, la navette aspartate malate. Et ça, c'est la navette la plus importante pour les cellules eucaryotes. En effet, cette troisième navette, elle est plus compliquée. Et il suppose d'abord la formation de l'oxaloacétate. Rappelez-vous, on a vu cette molécule l'année dernière lors du cycle de Krebs, et qu'on va voir en détail un peu plus tard. Cet acide oxaloacétique, il est formé par une réaction de transamination entre l'acide aspartique, d'une part, et l'acide alpha-cétoglutarique, d'autre part. Donc l'aspartate va céder la partie aminée ici à cette fonction cétonique de l'acide alpha-cétoglutarique pour donner une molécule d'oxaloacétate, donc l'aspartate est transformé en oxaloacétate, c'est cette molécule, et l'acide alpha-cétoglutarique est transformé en acide glutamique, qui est un acide aminé. Donc on passe d'un acide aminé 1 à un acide aminé 2, et on passe d'un acide alpha-cétonique 2 à un acide aminé 2. Un acide alpha-cétonique 2, pardon. Donc, regardez cette réaction, un simple transfert donc, de la fonction aminée d'un acide aminé sur un acide alpha-cétonique. Donc, l'acide aspartique va donner l'acide oxaloacétique par cette transformation. L'enzyme qui fait ce transfert, c'est l'aspartate aminotransférase ou l'ASAT. Alors maintenant, on va voir pourquoi on a formé l'acide oxaloacétate. Alors cet acide oxaloacétique, qu'on revoit ici, qu'on vient de former à partir de l'acide aspartique, il ne dispose pas de transporteur au niveau de la membrane mitochondriale. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va le réduire. On va lui transformer sa fonction cétonique pour la rendre une fonction alcool. D'accord? Oxalo, c'est la fonction COOH-CO. Acétique, c'est la formation, l'acide acétique, comme vous savez, CH3COH, donc oxaloacétique, qui va donner ici l'acide malique ou le malate. Donc, seule différence avec l'acide oxaloacétique, c'est cette fonction OH. On passe de la fonction cétone à la fonction alcool. L'enzyme qui fait cette réduction, c'est la malate déshydrogénase et qui utilise comme cofacteur le NADH. D'accord? Donc, si on est dans le cytoplasme, la malate déshydrogénase va prendre le cofacteur NADH, former lors de la glycolyse, et il va donc l'oxyder en NAD+, pour nous donner du malate. Bien sûr, il suffit d'avoir comme substrat l'oxaloacétate présent dans le cytoplasme. Les autres molécules qu'on a vues précédemment, l'aspartate, l'alpha-cétoglutarate et le malate, sont tous capables de traverser la membrane mitochondriale interne. Alors comment ça va se passer lors de cette navette? Ici en haut, on a l'espace intermembranaire et ici, on a la matrice mitochondriale. Donc on est du côté ici, du côté du cytoplasme. La glycolyse a eu lieu, on a formé beaucoup de NADH. Ce pouvoir réducteur va pouvoir être transporté jusqu'à l'intérieur de la mitochondrie pour pouvoir donner de l'ATP. Donc la problématique est celle-là.
On a besoin d'une AD+, pour que la glycolyse puisse avoir lieu de nouveau. Alors, ce pouvoir réducteur, il va passer sur l'oxaloacétate cytoplasmique et qui va se transformer en malate. L'enzyme ici, c'est la malate déshydrogénase. Le malate, il va rentrer. Il a son transporteur sur la membrane interne mitochondriale. En échange, on va faire sortir une molécule, l'alpha-cétoglutarate. Donc, on fait sortir une molécule d'alpha-cétoglutarate et on fait rentrer un malate. Une fois à l'intérieur, le malate va être utilisé de la même manière que tout à l'heure dans le cytoplasme, mais en sens contraire. On va, au contraire, utiliser le NAD+, pour justement le transformer en NADH, H+, et on passe du malate vers l'oxaloacétate. Donc maintenant, c'est comme si notre pouvoir réducteur ici, cytoplasmique, s'est retrouvé à l'intérieur de la mitochondrie. L'oxaloacétate ici, grâce à une enzyme, l'aspartate aminotransférase, celle qu'on a vue précédemment, va fixer la fonction aminée sur l'oxaloacétate pour donner de l'acide aspartique. Et d'où vient cette fonction aminée? Elle vient de l'acide glutamique. Une fois cédé à l'oxaloacétate, l'acide glutamique va se transformer en acide alpha-cétoglutarique qui va sortir en échange avec une molécule de malate. L'acide aspartique, lui, va quitter la mitochondrie en échange d'une autre molécule d'acide glutamique. Donc, deux passages ici de molécules au niveau de la membrane interne lors de cette navette, malate en échange d'alpha-cétoglutarate et aspartate en échange d'acide glutamique ou de glutamate. Et bien sûr, une fois dans le cytoplasme, ces deux acides vont s'échanger encore une fois la fonction aminée grâce à cette aminotransférase cytoplasmique et tout ce qui est aspartate va se transformer en oxaloacétate et tout ce qui est glutamate va donner l'alpha-cétoglutarate. Donc la cellule va jouer un peu sur ces molécules suivant ses besoins. Mais retenez bien, le but de cette navette, c'est de faire passer ce pouvoir réducteur des NADH formé lors de la glycolyse pour les retourner sous la forme NAD+, pour que la glycolyse puisse avoir lieu de nouveau. Et le NADH camouflé dans la molécule de malate va se retrouver dans la mitochondrie et on va, grâce à cette réaction de déshydrogénase, le retrouver ici à l'intérieur sous forme de NADH+, et la chaîne respiratoire va pouvoir l'utiliser pour justement fabriquer de l'ATP. Alors encore une fois, revoyons un peu cette navette d'aspartate malate, ou malate aspartate, pour justement bien la greffer dans votre esprit, parce qu'elle joue un rôle très important dans le transfert de ce pouvoir réducteur NADH du cytoplasme vers la mitochondrie. Alors voilà, on est ici dans le cytoplasme et ici dans la mitochondrie. Dans cette partie, la glycolyse a donné naissance au NADH. Ce NADH ne peut pas rester indéfiniment sous la forme de NADH. On en a besoin. On a besoin de NAD+, pour que la glycolyse puisse avoir lieu. Parce que l'oxydation, lors de la glycolyse, avait utilisé du NAD+, pour donner justement le NADH. Donc, on a besoin de NAD+. Pour justement le faire rentrer, on ne peut pas. Il n'y a pas de transporteur membranaire pour le NADH. Donc on va essayer de camoufler ce pouvoir réducteur dans une autre forme de molécule. Ici, c'est le malate qui joue ce rôle. Le malate vient d'une déshydrogénation grâce à la malate déshydrogénase de l'oxaloacétate. Donc l'oxaloacétate
Ce réduit va prendre ce pouvoir réducteur pour donner le malate, CHOH ici, alors qu'il était une fonction cétonique avant. Le malate, lui, a des transporteurs au niveau membranaire. Il va rentrer à l'intérieur et on va ici, dans la mitochondrie, faire la réaction inverse grâce à la déshydrogénase mitochondriale cette fois-ci, qui fait le passage du NAD+, vers le NADH et on fait passer le malate à la forme oxaloacétate. Et voilà, notre pouvoir réducteur est passé du cytoplasme vers la mitochondrie, et là, il va pouvoir être utilisé lors de la troisième phase de dégradation, c'est-à-dire la chaîne respiratoire. Et ici, le reste, bien sûr, l'oxaloacétate avec le glutamate, ils vont s'échanger les fonctions aminées. L'un va devenir de l'acide aspartique et l'autre va devenir l'alpha-cétonique. Cet acide alpha-cétonique va s'échanger et sortir de la mitochondrie avec le malate. Et l'aspartate va s'échanger, lui, avec cette molécule de glutamate pour justement rentrer, lui, dans la mitochondrie. Et les autres qui vont se retrouver ici vont s'échanger aussi de nouveau leurs fonctions aminées pour se retrouver sous la forme cétonique pour l'aspartate et sous la forme aminée pour l'alpha-cétoglutamate, sous la forme acide glutamique. Voilà donc le fonctionnement de cette navette aspartate-malate. Maintenant, avant de continuer un peu notre aventure de dégradation de cette molécule de glucose, rappelons, pour que vous ayez un peu une vue globale de ce qui se passe lors de ce métabolisme. Alors rappelons un peu qu'après la digestion, l'absorption, on a vu que ce glucose, via le sang, est parti vers le foie et le foie l'a distribué aux cellules utilisatrices, notamment le cerveau et notamment les cellules musculaires, grandes consommatrices donc de ce glucose. Ce glucose, on a vu aussi comment il était pénétré, comment il rentrait grâce au transporteur membranaire de ces cellules, et une fois à l'intérieur, il est tout de suite phosphorylé par la glucokinase pour le foie et par l'exokinase pour les autres, cerveau et muscles. La glycolyse a transformé le glycosylphosphate en pyruvate. Le pyruvate, pour pouvoir continuer sa dégradation, on va pouvoir le faire pénétrer dans la mitochondrie, qui est ici en rose. Dans la mitochondrie, ce pyruvate à 3 carbones va se décarboxyler pour donner une molécule à 2 carbones, l'acétylcoenzyme A. Et l'acétylcoenzyme A, c'est lui qui va s'engager dans le cycle de Krebs. D'accord? Pour donner, justement, pour se décarboxyler complètement et donner du CO2. Et le pouvoir réducteur qu'on a produit ici lors du cycle de Krebs, comme on va le voir tout à l'heure, et lors de la glycolyse, ils vont rejoindre la chaîne respiratoire pour pouvoir synthétiser de l'ATP. Parce que le but ultime de la dégradation du glucose, c'est la formation de l'ATP. Et comme on l'a dit plusieurs fois, seul l'ATP est la forme utilisatrice par toutes les cellules du monde vivant. Bien sûr, ici, vous voyez greffé sur ce chemin de dégradation du glucose d'autres voies métaboliques. Par exemple, ici, le citrate qu'on va voir tout à l'heure dans le cycle de Krebs, il va pouvoir quitter la cellule et on va aller vers la synthèse des acides gras. Et ça, on va le voir en détail lors du métabolisme des lipides. Cet acétylcoenzyme A qui provient de la dégradation du glucose pendant la glycolyse et pendant la décarboxylation oxydative du pyruvate, il peut aussi avoir une autre origine, c'est la bêta-oxydation des acides gras, qu'on va voir aussi lors du métabolisme des lipides. Cet acétyl-CoA, il peut avoir une autre origine possible aussi, la dégradation des acides aminés. Donc retenez bien, le chemin de dégradation du glucose par la glycolyse, par le cycle de Krebs, il est aussi en relation avec d'autres types de métabolisme.
Et maintenant, on va passer à la deuxième phase de dégradation de cette molécule de glucose, ou plutôt cette molécule de pyruvate qu'on vient de former pendant la glycolyse. Alors, ce cycle de Krebs, il a plusieurs noms. On peut l'appeler cycle de Krebs, mais on peut l'appeler aussi cycle de Zent-Györgyi ou cycle de l'acide citrique, parce que la première molécule qu'on va former, c'est le citrate. C'est pour ça qu'on donne aussi souvent le nom de cycle de l'acide citrique à ce cycle, à cette voie métabolique, ou cycle des acides tricarboxyliques. Parce que, comme on va le voir, on va former des acides tricarboxyliques. Ils ont 3 fonctions carboxyliques à la fois sur la même molécule. Voilà, donc, suivant les auteurs et qui utilisent l'un ou l'autre, c'est la même chose quand vous entendez parler du cycle de Krebs, cycle de l'acide citrique ou cycle des acides tricarboxyliques, il s'agit de la même chose. Le but, c'est de dégrader cette molécule encore énergétique du pyruvate qu'on vient de former lors de la glycolyse. Donc le pyruvate, une molécule à 3 carbones, encore riche en énergie, il va falloir extraire ces électrons et ces protons ici de cette molécule, et on va le faire lors de ces cycles de Krebs. Le cycle de Krebs, n'oubliez pas, ça se passe dans les mitochondries. Alors le pyruvate, la première chose à faire, c'est de faire rentrer le pyruvate dans la mitochondrie. Et justement, il y a un transport, un translocase, un transporteur de ce pyruvate au niveau de la membrane interne qu'on appelle la pyruvate translocase. Cette pyruvate translocase, il va faire un symport, il va faire rentrer le pyruvate avec un proton dans le même sens. Et voilà comment le pyruvate rentre dans la mitochondrie. Une fois rentré dans la mitochondrie, ce pyruvate va perdre 2 protons et un carbone. Donc c'est une oxydation. Quand on va lui arracher les protons et les électrons, on va l'oxyder. Et comme il va perdre un carbone, c'est une décarboxylation. Donc on va parler ici de ce passage du pyruvate à la molécule à 2 carbones qui est l'acétyl coenzyme A. On va parler d'une décarboxylation oxydative. C'est une décarboxylation puisqu'on va décarboxyler et oxydative parce qu'on va oxyder le C3 en C2. N'oubliez pas ici l'utilisation d'une molécule que vous avez vue précédemment, le coenzyme A, parce que ce C2 ne reste pas libre, mais il va être sous une forme activée, sous forme d'acétylcoenzyme A, avant de rentrer dans le cycle de Krebs. Et dans le cycle de Krebs, l'acétyl-CoA à 2 carbones va se combiner à une molécule à 4 carbones que vous connaissez très bien, dont on a parlé précédemment, l'acide oxaloacétique. Résultat, on va former une molécule à 6 carbones, c'est l'acide citrique. Donc C2 plus C4 donne C6. On passe de l'acétyl-CoA avec l'acide oxaloacétique à une molécule à 6 carbones qui est l'acide citrique. Donc le produit à 6 carbones formé, ici, l'acide citrique, il va perdre 2 carbones. Un ici, on voit caché ici par l'écriture jaune ici, et une deuxième molécule ici. Donc il va complètement se décarboxyler en 2 carbones CO2, en 2 molécules de CO2, pardon. Et le cycle recommence parce qu'une fois décarboxylé, on passe de C6 à C5, et de C5, une décarboxylation nous donne C4, et on retombe par des transformations sur notre produit de départ, qui est l'acide oxaloacétique, et le cycle peut tourner de nouveau. Donc, tant que l'acétyl-CoA arrive, et tant que la cellule a besoin d'énergie, le cycle fonctionne. Remarque, lors de ce cycle, une seule molécule d'ATP est formée.
Alors voyons un peu en détail, un peu plus ce cycle, comment ça fonctionne. On vient de vous expliquer un peu que le point de départ, c'est le pyruvate. Le pyruvate, il vient d'où? Il vient de la glycolyse. Il a 3 carbones. On va le décarboxyler. On va obtenir une molécule à 2 carbones qu'on va activer grâce à ce coenzyme A. Un peu de cette énergie du pyruvate va se retrouver ici sous la forme du coenzyme réduit, NADH+, lors de ce passage de cette décarboxylation oxydative. Et l'entrée de l'acétyl-CoA ici dans le cycle va permettre donc la formation d'une molécule très importante d'acide citrique ou de citrate, parce que c'est un point de départ vers les lipides. Quand il y a trop de glucides, le citrate quitte la molécule de mitochondrie vers le cytoplasme où il va pouvoir s'engager dans la lipogénèse. Et si la cellule a besoin d'énergie, ce citrate, plutôt, il va continuer son chemin de dégradation dans le cycle de Krebs, se décarboxyler une première fois, et une deuxième fois, parce qu'il a 2 carbones, donc il se décarboxyle ici, il se décarboxyle là, et on va pouvoir former justement beaucoup de pouvoirs réducteurs ici, le NADH là, 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 et avec un pouvoir réducteur FADH2 ici. Donc les électrons du pyruvate, ils sont arrachés ici dans la première phase, la formation de l'acétyl-CoA, et 3 fois ici, là et là, en ce qui concerne le NAD, pour se transformer en NADH+, et une 4e fois ici, lors du passage du succinate au malate, pour former du FADH2. Retenez bien, une seule molécule d'ATP est formée lors de ce cycle de Krebs. Encore une diapositive qui vous facilite encore plus la compréhension de ce cycle de Krebs, puisqu'elle parle ici, nous donne directement les structures des molécules et comment ils sont transformés lors du fonctionnement du cycle de Krebs. En effet, vous pouvez chez vous refaire un peu ce cycle de Krebs en jouant avec les couleurs des molécules pour savoir quel atome exactement de carbone va donner lieu aux décarboxylations lors du fonctionnement de ce cycle. Alors si on représente en rouge la molécule de pyruvate, tous les carbones en rouge, première décarboxylation, et on obtient un CO2 rouge. C'est normal, les 3 carbones étaient rouges. L'acétylcoenzyme A obtenu a 2 carbones cette fois-ci, il ne reste que 2 carbones. Et ils sont toujours en rouge. Cet acétyl-CoA, c'est lui qui va se combiner à l'acide oxaloacétique ici pour donner le citrate. Donc retenez bien ici une molécule, une partie rouge qui s'est greffée sur la molécule ici pour donner cette molécule. L'enzyme qui fait la combinaison s'appelle la citrate synthase. Elle va ici greffer une molécule d'eau sur cette molécule et faire partir le coenzyme A qui va pouvoir se combiner de nouveau sur d'autres molécules de pyruvate pour les transformer en acétyl-CoA. Le citrate ainsi formé, regardez bien sa structure, parce qu'on a utilisé ici 2 couleurs différentes de l'oxaloacétate, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc retenez bien, nous on regarde un peu les carbones du pyruvate de départ pour comprendre un peu où ils vont. Alors, premier passage, ici, on va enlever une molécule d'eau, ou plutôt, on va la changer, on va passer à un isomère du citrate. L'isocitrate, c'est la même molécule, mais la fonction OH ici, qui était ici, elle va venir sur ce carbone-là, et on obtient ici l'isocitrate. Le reste de la molécule est le même. Donc les carbones qui n'ont pas bougé
restent en rouge. Parce qu'on a touché seulement à ce OH. L'isocitrate formé va se décarboxyler ici. De la même manière qu'on a vu tout à l'heure, précédemment pour la pyruvate dishydrogénase, ici l'isocitrate dishydrogénase, donc c'est une décarboxylation oxydative. Donc là, on va utiliser le coenzyme NAD+, pour obtenir NADHH+, et on va carboxyler, ou décarboxyler, pardon, ce COH, ce CO2. Donc c'est lui qui a donné, ici, le CO2, et le reste de la molécule n'a pas bougé. Donc on a toujours le carbone en rouge. Les voilà, et les voilà. Donc ici, j'attire votre attention, la décarboxylation du cycle de Krebs n'intéresse pas les carbones de l'acétylcoenzyme A du départ. Donc ça concerne les carbones déjà de l'oxaloacétate. Donc cette molécule, obtenue ici l'alpha-cétoglutarate, va subir une deuxième décarboxylation grâce à une dishydrogénase aussi. Donc c'est une décarboxylation oxydative puisqu'on va former une molécule de NADH. Ce CO2, il provient ici de ce CO2 et non pas des molécules rouges. La molécule ou les carbones rouges, ici, ils restent comme au départ. Et on obtient la molécule de succinyl-CoA. On passe d'une molécule de 5 carbones, on lui arrache un carbone, on obtient une molécule à 4 carbones. Avec ici une activation de cette fonction carboxylique grâce au coenzyme A. Donc ici, liaison énergétique thiol. Ensuite, on passe du succinyl-CoA à la molécule de succinate. Réaction exergonique, formation du GTP qui va lui redonner du GDP avec formation de l'ATP à partir de l'ADP. C'est ici qu'il y a formation de notre molécule d'ATP dans le cycle de Krebs. Et c'est la seule. Le coenzyme A, ici qui a donné cette énergie, est parti sous forme de coenzyme A qui va pouvoir être utilisé de nouveau au départ. Notre succinate obtenu ici, il a toujours ses carbones en rouge de départ. Il va pouvoir s'oxyder de nouveau et donner du fumarate. La molécule ici, ou l'enzyme utilisée, c'est la succinate dishydrogénase. C'est une oxydation puisque le FAD+ oxydé va se réduire ici sous forme de FADH2. Et notre molécule de succinate qui va s'oxyder, elle va donner ce qu'on appelle l'acide fumarique ou le fumarate avec une double liaison ici au milieu. Donc c'est une molécule symétrique COH, CH, CH, COH. Les deux carbones sont toujours en rouge. Une fumarase va hydrolyser cette molécule pour donner du malate. Donc la différence entre fumarate et malate, c'est la molécule ici. La molécule d'eau qu'on a fait rentrer dans cette structure pour donner COH, CHOH, CH2, COH. Et le malate, dans cette dernière réaction du cycle de Krebs, va pouvoir nous faire passer justement à la molécule de départ d'oxaloacétate grâce à une réaction d'oxydation utilisant la malate dishydrogénase avec formation du pouvoir réducteur NADHH+. Et nos molécules, donc nos carbones, ne sont pas touchés lors de ce premier passage dans le cycle de Krebs. On est rentré ici par l'acétyl-CoA et nos deux carbones sont restés intacts jusque-là. Ils sont toujours ici. Et puisqu'on va les engager dans un deuxième tour, on a changé leur couleur et maintenant on va les rendre violets.
Et justement, lors du deuxième passage, qu'un premier carbone de l'acétyl-CoA de départ va pouvoir se libérer sous forme de CO2. Donc, le premier tour du cycle de Krebs ne va concerner aucun atome de l'acétyl-CoA. Il va falloir un deuxième tour où on va voir le premier carbone touché, décarboxylé et parti sous forme de CO2. Et vous pouvez jouer à la maison en changeant donc les couleurs pour pouvoir voir à quel moment on va faire partir le deuxième carbone. Voilà donc, je voulais attirer votre attention. Quand on dit pyruvate, acétyl-CoA et après du CO2, on ne parle pas, on ne fait pas un bilan direct. Ça ne concerne pas les vrais atomes du pyruvate. Parce que d'ailleurs, l'acétyl-CoA, il peut ne pas provenir du pyruvate. Il peut provenir d'autres sources. Par exemple, l'oxydation des acides gras, on l'a dit tout à l'heure, ou certains acides aminés, peuvent donner aussi de l'acétyl-CoA qui rentre dans la mitochondrie. Donc, quand on fait des bilans, c'est des bilans théoriques. On essaie d'équilibrer les réactions biochimiques qui se passent de part et d'autre de l'équation, mais c'est tout. Mais rien ne prouve que c'est tel atome qui a été transformé en tel atome. Donc il va falloir utiliser des techniques, notamment la radioactivité, pour pouvoir suivre le traçage, tracer un peu la transformation des atomes dans les molécules. Alors quel est le bilan à la fin du cycle de Krebs? On peut dire, suite à ce cycle de Krebs, que le glucose a complètement été décarboxylé, démoli, dégradé, oxydé en CO2 et en proton H+. Seulement 4 ATP ont été produits pour chaque glucose, 2 dans la glycolyse et 2 dans le cycle de Krebs. Parce que rappelez-vous, la molécule de glucose a donné 2 pyruvates. On avait formé donc un ATP pour chaque glycéraldéhyde 3-phosphate, donc 2 ATP. Donc 4 moins 2, rappelez-vous, donnait 2 pour la glycolyse. Et 2 seulement dans le cycle de Krebs, puisque chaque pyruvate va donner un acétyl-CoA et chaque acétyl-CoA dans le cycle va donner lieu à une seule ATP. Donc comme le glucose donne 2 pyruvates, 2 acétyl-CoA, donc on va obtenir 2 ATP dans le cycle de Krebs. Donc le glucose, ou l'énergie plutôt de cette molécule de glucose, elle est contenue dans les électrons des hydrogènes qui sont transportés maintenant par les coenzymes NADH et FADH. Ces électrons sont encore à des niveaux énergétiques très élevés. Et on va pouvoir profiter de ces niveaux énergétiques très hauts pour pouvoir les convertir en ATP. Et c'est sous cette forme d'ATP qui va être formée dans la chaîne respiratoire et que la cellule va l'utiliser comme monnaie énergétique lors de ses travaux cellulaires divers. Alors maintenant, on va ouvrir une parenthèse. On n'a pas parlé en détail de la transformation du pyruvate en acétyl-CoA avant de rentrer dans le cycle de Krebs. Donc, cette réaction intermédiaire entre la glycolyse et le cycle de Krebs qui nous a permis de passer de C3 à C2. Alors cette réaction, pyruvate-acétyl-CoA, c'est une décarboxylation, on l'a dit, et c'est une oxydation, parce qu'elle va pouvoir donner le pouvoir réducteur de ces électrons arrachés à le NAD+, pour le transformer en NADH, H+, pardon. Et cette réaction va utiliser le coenzyme A pour pouvoir justement activer cette molécule d'acétate et la transformer en acétyl-CoA pour pouvoir entrer dans le cycle de Krebs par la suite. Alors comment ça marche, cette transformation du pyruvate en acétyl-CoA? Cette pyruvate déshydrogénase utilisée lors de cette transformation, ce n'est pas une seule enzyme. C'est 3 enzymes, c'est un complexe enzymatique. C'est 3 enzymes qui fonctionnent en même temps. Voici ici représenté schématiquement le premier enzyme, et ici le deuxième, et ici le troisième. Ces enzymes vont travailler ensemble en coopération,
Ils vont collaborer pour transformer le pyruvate en acétylcoenzyme A. Et cette transformation, cette décarboxylation oxydative, va utiliser 5 types de coenzymes. La thiamine pyrophosphate, ce coenzyme fait partie des vitamines B, de la classe des vitamines B, c'est exactement la vitamine B1. Il va utiliser un autre coenzyme, l'acide dihydrolépoïque, et il va utiliser le FAD, et il va utiliser le NAD. Le NAD, la nicotinamide, fait partie des vitamines B aussi, c'est la vitamine B3. La thiamine, cette vitamine, on a besoin pour les réactions de décarboxylation. Donc chaque fois qu'il y a une réaction de décarboxylation au niveau cellulaire, les enzymes en général, les décarboxylases, vont utiliser comme coenzyme la TPP, la thiamine pyrophosphate. Voilà comment ça va se passer. Alors on a notre pyruvate qui arrive. On est dans la mitochondrie. Il est rentré, rappelez-vous, avec un proton H+, en sympore. Une fois à l'intérieur, il va être pris en charge par ce complexe enzymatique qu'on appelle la pyruvate déshydrogénase. Cette partie de l'enzyme a un coenzyme, la TPP, il va décarboxyler cette molécule de pyruvate et il va prendre en charge la partie acétique à 2 carbones. Il va s'accrocher donc à ce coenzyme TPP. Ce coenzyme maintenant qui transporte les chaînons bicarbonés, COH, CH3, il va le passer à ce coenzyme, le dihydrolépoamide. Alors, ce dihydrolépoamide va pouvoir accrocher donc ces 2 molécules, arrachées à la TPP. Lui qui était ici sous la forme oxydée, avec un pont disulfure, le pont va s'ouvrir et on va se retrouver avec ce coenzyme réduit. L'enzyme ici a une fonction de transférase. La première était une déshydrogénase. Et cette transférase, qui a comme coenzyme donc l'acide lipoïque, qui a maintenant fixé les 2 carbones du pyruvate de départ, donc de l'acétate, il va le passer au coenzyme A. Le coenzyme A libre ici va se fixer donc sur cet acétate grâce à cette fonction thiol de coenzyme A et on va obtenir notre acétyl-CoA. Le coenzyme ici de cette partie enzymatique, il est toujours réduit et il va pouvoir passer son pouvoir réducteur à un coenzyme FAD pour le transformer en FADH2 et ici on a refermeture de notre pont disulfure. Et l'enzyme peut aller encore transporter d'autres chaînons dicarbonés ici. Ce pouvoir réducteur du FADH2, il y a un autre coenzyme de l'enzyme ici qui est le NAD et qui va pouvoir accepter en dernier le pouvoir réducteur ici pour se transformer en NADH+. Donc retenez bien, la déshydrogénase ou la pyruvate déshydrogénase, un complexe multi-enzymatique, 3 enzymes et 5 coenzymes. Et il y a décarboxylation au départ et transfert de la partie acétique d'un coenzyme à l'autre jusqu'au coenzyme A, on obtient l'acétyl-CoA d'une part, et le pouvoir réducteur qui se retrouve ici sur ce coenzyme central va pouvoir être passé au FAD puis
au NAD pour obtenir à la fin du NADH+. Alors, disons un mot sur cette pyruvate déshydrogénase. C'est un complexe multi-enzymatique d'un poids moléculaire de 10 millions, donc c'est une grosse molécule, accrochée à la surface interne de la membrane interne de la mitochondrie. Sa structure comprend 96 sous-unités, donc c'est vraiment un véritable complexe enzymatique, et qui catalyse 3 réactions, 3 activités enzymatiques successives. D'abord une décarboxylation, donc fonction décarboxylase, une transacétylase, parce qu'il y a un transfert de l'acétyl, de l'acétate justement, de la première de la déshydrogénase vers la transacétylase, et il va se retrouver sur le coenzyme A. Et à la fin, une déshydrogénase qui va transférer ce pouvoir réducteur d'abord vers le FAD et ensuite sur le NAD+, pour obtenir du NADH+. Donc, ce complexe comprend 3 espèces de coenzymes liés, des thiamines pyrophosphate en premier, des lipoamides, on l'a vu dans la fonction enzymatique centrale, des flavines adénines et des dinucléotides, donc le FAD, et des coenzymes libres comme le NAD et le coenzyme A. Donc plusieurs types de coenzymes, 5, 3 liés et 2 libres. Les libres, c'est le NAD et le coenzyme A. Et le transfert de l'acétylaldéhyde sur la thiamine pyrophosphate, c'est une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle l'acétaldéhyde a été oxydé en acide acétique et le lipoamide réduit en dihydrolipoamide. La transacétylase transfère à nouveau le radical acétyl et l'énergie de liaison riche en énergie sur le coenzyme A libre et l'hydrogène de ce coenzyme sur le soufre libéré du dihydrolipoamide. Donc notre acétyl arraché, il va passer sur le coenzyme pour devenir de l'acétyl-CoA. D'une part, et notre coenzyme ici va se retrouver sous la forme réduite, la dihydrolipoamide. Et le produit obtenu ici, c'est l'acétylcoenzyme A. La déshydrogénase à la fin, la troisième partie de l'enzyme, c'est une flavoprotéine dont le noyau flavine, donc FAD, elle a un potentiel d'oxydoréduction de moins 290 mV, donc il va réoxyder le coenzyme dihydrolipoamide en lipoamide, en transportant les hydrogènes sur la flavine pour réduire justement le coenzyme libre, le NAD+, en NADH+, et libérer un proton. Donc le pouvoir ici réducteur, ici il va passer sur le FAD, puis finalement sur le NAD, et ce pouvoir ou ce coenzyme réduit, il va se retrouver sur sa forme de départ oxydée. Le pyruvate ayant subi successivement une décarboxylation et une oxydation, on appelle l'ensemble une décarboxylation oxydative. Comme toute réaction de décarboxylation, celle du pyruvate est irréversible, puisqu'il va libérer de l'énergie. C'est une réaction exergonique. Il va libérer jusqu'à 38 kJ par mol de pyruvate oxydé sous forme de chaleur. Alors, ce complexe pyruvate déshydrogénase, comme toute réaction importante cellulaire, a besoin d'être régulé. Alors, voyons un peu comment ce passage pyruvate acétyl-CoA va être régulé. On voit ici schématiser les 3 parties de l'enzyme, les 3 fonctions de ce complexe enzymatique, une déshydrogénase, une acétyltransférase et à la fin une deuxième déshydrogénase. Donc 3 enzymes avec
5 coenzymes, rappelez-vous. Alors, quand on va faire passer le pyruvate à l'acétyl-CoA, la transformation du NAD+, en NADH+, et du coenzyme ASH en acétyl-CoA avec libération du CO2. Voici le bilan de cette réaction. Ici, les substrats, le coenzyme A et le NAD+, vont être des activateurs des deux premières enzymes. Donc, le passage ou la régulation, le contrôle va se faire sur ces deux premières enzymes, la déshydrogénase et l'acétyltransférase. Au contraire, les produits de cette réaction, de ce complexe enzymatique, de cette décarboxylation oxydative, c'est-à-dire le NADH et l'acétyl-coenzyme A, ils vont au contraire avoir un effet d'inhibition sur ces premières enzymes. On voit un peu ça en détail, comment ça va se passer. Ce complexe, pyruvate déshydrogénase, va avoir deux formes différentes. Une forme phosphorylée, ici, et une forme déphosphorylée. Et seule la forme déphosphorylée est active. Et c'est elle qui peut nous faire le passage pyruvate-acétyl-CoA. D'accord? En présence, bien sûr, des coenzymes, les deux ici qui sont libres, le coenzyme ASH et le coenzyme NAD+, sans oublier, bien sûr, les autres liés aux enzymes qu'on a vus précédemment, la TPP, l'acide lipoïque et puis le FAD. Alors, quand la molécule ou le complexe multi-enzymatique est sous la forme déphosphorylée, il est actif. Et comment il est phosphorylé ou bien déphosphorylé? Ceci se passe grâce à des enzymes. Une kinase va pouvoir le phosphoryler, comme toute réaction de phosphorylation en utilisant l'ATP, et une phosphatase, au contraire, va libérer ce phosphate pour l'activer. Alors, tout ce qui va favoriser la phosphorylation, il va désactiver l'enzyme et par conséquent, il va désactiver cette réaction. Et au contraire, tout ce qui va favoriser la déphosphorylation, il va activer ce complexe enzymatique et par conséquent, il va activer la décarboxylation oxydative du pyruvate. Alors, les molécules activatrices de la phosphorylation, ce sont des molécules qui vont activer la kinase, puisque c'est la kinase qui va phosphoryler le complexe enzymatique. Et quelles sont ces molécules? C'est l'acétylcoenzyme A et c'est le NADH. C'est-à-dire les produits de cette réaction. Il est là et il est là. Donc ces deux produits vont venir inhiber cette réaction parce qu'ils vont favoriser la phosphorylation de ce complexe enzymatique. Et quand ils vont phosphoryler le complexe, ils vont diminuer un peu l'action de cette déshydrogénase, de cette pyruvate déshydrogénase, et donc ils vont jouer pour inhiber leur formation. Au contraire, le coenzyme A et le NAD+, comme le pyruvate, qui sont des substrats de cette réaction de départ, ils vont au contraire inhiber la kinase. Et quand ils sont ici en grande quantité dans la cellule, dans la mitochondrie, ils vont favoriser au contraire la déphosphorylation, c'est-à-dire l'activation, c'est-à-dire leur transformation. Donc les produits inhibent alors que les substrats vont au contraire activer en favorisant la déphosphorylation. De l'autre côté, la phosphatase, qui va, elle, jouer sur la forme déphosphorylée, donc active du complexe multi-enzymatique, elle va être activée par, contrairement, d'une façon contraire à ce qu'on a vu avec la kinase. C'est-à-dire le NADH qui est activé aussi la kinase pour rendre le complexe phosphorylé, donc inactive. Ici, il va au contraire inhiber l'action de la phosphatase. Il va favoriser donc que l'enzyme va rester sous la forme inactive.
et par conséquent, le NADH va favoriser, va inhiber le complexe. C'est ce qu'on voit ici schématiquement par le signe moins. Le calcium ici, avec l'ADP qu'on a vu ici, d'autres molécules qui peuvent jouer le même rôle que les produits qu'on a vus précédemment et qui peuvent inhiber l'action de la kinase. L'ADP et le calcium, c'est des signes de manque d'hydrogène, d'énergie dans la cellule, donc ils vont favoriser les dégradations. Donc, en inhibant ici la kinase, ils vont favoriser la formation de la forme active et par conséquent favoriser les dégradations. Et on va vers la formation de l'ATP, parce que ce sont des signaux de manque d'énergie dans la cellule. Au contraire, le NADH, ici, c'est un signe de surplus énergétique dans la cellule, et c'est là où il va venir inhiber la phosphatase pour rester inactive. C'est un signal, on va dire à la cellule, attention, ce complexe doit rester inactif parce qu'on a assez de l'énergie pour fonctionner et pour vivre. On voit ici l'insuline. L'insuline va venir ici activer cette phosphatase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'insuline va avoir un effet activateur de ce complexe multi-enzymatique. Quand on dit activateur, c'est-à-dire elle va aussi favoriser les dégradations. Quand on va favoriser les dégradations du pyruvate, ça veut dire indirectement on favorise la glycolyse qui a donné lieu à ce pyruvate. Et quand on parle de glycolyse, c'est la dégradation du glucose. Et justement, l'insuline fait son rôle ici pour combattre la présence du glucose. Donc en favorisant ici, en activant la phosphatase, il va activer la dégradation du pyruvate, donc du glucose.